Bonsoir tout le monde. Merci. S'il vous plaît. Monsieur le Président de la République, Messieurs les ministres et membres de la délégation présidentielle, Mesdames et Messieurs, ces instants sont magiques, valorisés par leur rareté, parce qu'on ne les rencontre pas tout le temps. Que le chef de l'État rencontre son peuple, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur, et particulièrement à l'extérieur, comme c'est le cas ici ce soir. Je voudrais, avec votre permission à tous, Monsieur le Président de la République, prier Monsieur Auguste Alavo, ambassadeur du Bénin près la France, à prendre la parole pour son mot de bienvenue. Monsieur le Président de la République, Messieurs les ministres et honorables membres de la délégation présidentielle, Messieurs les ambassadeurs, estimés invités, chers compatriotes de la diaspora, il m'est choix en ces instants, empreints de solennité, le redoutable privilège, mais l'insigne honneur de vous souhaiter, Monsieur le Président, la chaleureuse bienvenue à Paris et dans ces lieux qui, en raison de l'importance de l'événement, resteront durablement gravés dans la mémoire collective comme les assises de la place Vendôme. En effet, Monsieur le Président de la République, depuis votre brillante élection à la magistrature suprême de notre pays, c'est la première fois que l'opportunité s'offre à notre diaspora de vous accueillir dans un face-à-face de vérité. L'événement est d'envergure, je dirais, historique. Nos compatriotes de la diaspora sont venus d'horizons divers, de France, de Grande-Bretagne, de Belgique, d'Allemagne, et j'en passe. Abondamment abreuvés d'informations, pas toujours amènes ni avérées sur le combat que mène votre gouvernement pour arracher notre pays aux affres du sous-développement, d'aucuns souhaitent échanger avec vous dans un dialogue franc. D'autres, assurément campés sur des préjugés, allègrement véhiculés par la merveilleuse mais redoutable conquête des temps modernes que sont les techniques de l'information et de la communication, souhaiteraient être rassurés sur les choix et les orientations de votre gouvernement. Mais connaissant la légendaire réputation de modération et de dignité du peuple béninois, je puis vous assurer, Monsieur le Président, en appelant à témoin nos compatriotes de la diaspora, ici réunis, que vos échanges de ce jour avec votre peuple se dérouleront dans une parfaite compréhension et sous le sceau de la convivialité, de la fraternité et de la paix. Monsieur le Président de la République, votre diaspora, votre peuple est à votre écoute. Je vous remercie. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, autant que Monsieur le Président de la République, on a dit que votre peuple est là. Ce peuple composite, de par sa provenance, mais de par aussi ses origines. Ce peuple composite aussi de par ses convictions politiques, culturelles, sociologiques, religieuses. Ce peuple ici qui vit autant que celui de l'intérieur, les chantiers mis en place, les difficultés aussi et les espoirs que suscite le régime en place. C'est ce peuple-là qui s'est déplacé et qui va sans doute vous dire tout à l'heure qu'il vit avec beaucoup de difficultés les grands chantiers annoncés ou déjà mis en route, mais qu'il vit aussi avec beaucoup d'espoir ce qui
se fait au Bénin depuis avril 2016. Ce peuple qui sait, quels que soient ses bords, que ce n'est pas le chemin qui est difficile, mais que c'est le difficile qui est le chemin. Je voudrais introduire Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, cela dit, je voudrais vous inviter respectueusement à prendre la parole. Monsieur le Président de la République, mes chers collègues, messieurs les ministres, messieurs les ambassadeurs, chers compatriotes de la diaspora, c'est bien évidemment au titre de ma responsabilité du ministre qui est en charge de nos communautés à l'étranger, que l'on appelle aussi la diaspora, que le privilège et l'honneur m'ont été accordés d'être le modérateur de notre rencontre, de cette conversation que le président de la République va avoir avec son peuple. Souvenez-vous, la dernière rencontre d'un homme avec ses compatriotes a eu lieu en octobre 2015. C'était le candidat, avec ses convictions, mais aussi avec la détermination, le désir de vaincre, de pouvoir mettre en place une équipe qui devrait l'accompagner pour changer le cours des choses. Aujourd'hui, c'est le même homme qui vient à la rencontre de son peuple. Pourquoi vient-il à la rencontre de son peuple? C'est qu'il part d'une conviction très forte, qu'il partage avec nous qui sommes à ses côtés, qu'il entend mobiliser les énergies de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur, pour que nous puissions révéler le Bénin au monde, pour que nous puissions redresser notre pays, pour que nous puissions être la fierté des nôtres. Mesdames, Messieurs, c'est avec beaucoup d'émotion, je n'ai pas peur de le dire, mais aussi un sens de responsabilité que je vous prie d'écouter le président de la République, M. Patrice Talon. Monsieur le Président. Je dois vous avouer que je ne suis pas très à l'aise parce que je ne vous vois pas suffisamment bien parce que j'ai la lumière dans les yeux. Vous me voyez, je suppose, mais moi, je n'ai pas la chance, le privilège de vous distinguer, sauf ceux qui sont au premier rang. J'aurais bien voulu être davantage parmi vous, être plus en contact, mais je vais m'y faire. Et bonsoir, mesdames et messieurs, chers compatriotes. Je dois vous avouer que je ne m'attendais pas à vous voir aussi nombreux. J'en suis vraiment ravi, voire ému et honoré. Surtout que j'ai mis du temps à le faire. Ça fait déjà 18 mois que je suis dans la charge. Je suis déjà venu plusieurs fois à Paris et malheureusement, je n'ai pas, jusqu'à aujourd'hui, l'occasion de vous rencontrer. Vous qui représentez l'essentiel de nos diasporas. Je pense que si vous êtes venus, c'est parce que vous n'avez pas de rancœur, les gars, que je suis pardonné. J'espère bien. Je ne vous ferai pas l'affront de vous répéter notre programme d'action, parce que je suis là. C'est bien parce que j'ai un pacte avec vous, avec mes compatriotes. Celui d'œuvrer avec détermination, abnégation et efficacité à changer les choses, à inverser l'ordre, des choses qui nous fait croire que nous sommes dans une fatalité de pauvreté absolue et éternelle, que nous sommes capables de nous en sortir. Il suffit que ceux qui ont la charge de conduire pendant un temps les actions soient bien éclairées, soient bien entourées, organisées. Ils n'ont pas besoin d'être des génies, ce n'est pas nécessaire, mais qu'ils soient bien organisés pour que nous réussissions ensemble à vaincre la fatalité. Cela a été mon serment. Nous avons défini un programme d'action, nous l'avons popularisé, nous en avons parlé longuement au pays,
Et comme je sais que vous avez le regard et l'attention permanents sur le pays, vous avez donc tous, tant que vous êtes, pris connaissance de ce programme d'action, qui pour certains peut-être paraît satisfaisant ou trop ambitieux, ou peut-être pas suffisamment, mais c'est ce que nous sommes décidés à mettre en œuvre pour les 5 ans sur lesquels il ne reste que 3 et demi. Je disais donc que je ne vais pas vous faire l'affront de revenir là-dessus, pour vous donner les détails, parce que vous le connaissez très bien. Ce qui serait bien aujourd'hui, c'est peut-être de vous dire, parce que ça, vous n'avez pas l'occasion de le suivre au quotidien, la vie en Occident est exigeante. Et au quotidien, ce n'est pas évident que vous ayez le regard sur ce qui se fait. Donc, mon souhait est de pouvoir vous présenter ce que nous avons fait jusque-là, ce que nous avons pu mettre en œuvre dans l'exécution de ce programme d'action. Vous dire ce qu'il reste à faire, comment nous comptons arriver au bout de ce programme. Je crois que c'est cela que vous souhaitez peut-être entendre. L'équipe que j'ai mise en place depuis donc 18 mois a donné le meilleur de lui-même. Nous avons fait l'effort au quotidien de donner le meilleur de nous-mêmes. Ce que nous avons défini comme programme d'action n'est pas du rêve. Nous avons mesuré concrètement ce dont nous sommes capables, ce dont le pays est capable. Et c'est cela que nous avons défini et transcrit dans le programme d'action. C'est pour vous dire que nous savons que nous sommes capables de le mettre en œuvre, de réaliser. Mais je comprends que vous, le concitoyen du pays et d'ici d'ailleurs, êtes impatient. Tant que nous-mêmes, je le suis également. Parce que parfois, bien que nous ne mesurons pas nous-mêmes le temps nécessaire pour la mise en œuvre du programme, de certaines actions, nous sommes impatients de voir le temps passer vite pour que les choses se réalisent. Il m'arrive de trouver le temps trop court, 18 mois déjà, mais le temps trop long également parce que je ne vois pas de manière très concrète, très visible, ce que nous avons entrepris de faire. J'imagine que pour vous, c'est encore pire. Mais j'ai souvent dit pendant la campagne, je ne sais pas si j'ai eu à le dire ici en France, un concitoyen en fond, parce que pendant la campagne, j'ai surpris l'opinion, m'appelait Agbono, et puis très amusé. Souvent, j'ai à le dire, mais je voudrais bien être Agbono. Mais je crois que ce n'est pas encore le moment, la campagne, ça ne veut rien dire. Veuillez me confier la tâche. Veuillez, après cela, patienter un petit peu. 1 an, 2 ans, 3 ans. Quand je vous aurai fait la preuve de quoi je suis capable, vous allez m'appeler Agbono à juste titre. C'est pour dire que je savais depuis le départ que les résultats ne seront pas immédiats. Mais je veux vous avouer aujourd'hui qu'il y a certaines choses qui ont été faites immédiatement déjà. Ce qui nous a guidés dans l'élaboration du programme, c'est rebâtir ou bâtir les fondamentaux, les piliers. La fondation d'une société où les talents peuvent s'exprimer, les compétences, les volontés, de sorte que le pays puisse vivre de son action, de son travail, que chacun puisse vivre de son action, de son travail, et que certains puissent s'enrichir, avoir un meilleur devenir, un confort de vie, et que cela entraîne également les autres à faire autant d'efforts. Nul ne peut décréter la fortune, le confort pour ses concitoyens. Ce n'est pas possible, ça n'existe nulle part. Même dans les pays qui ont des ressources de sous-sol, des ressources minières, quand le bien naturel dont certains pays sont dotés doivent tout faire à la place des nations, ça n'a jamais apporté le bonheur. Au contraire. Combien de pays sans ressources de sous-sol sont parvenus à la prospérité par le travail? C'est pour ça d'ailleurs que je ne m'acharne guère à trouver le pétrole au Bénin.
Depuis 18 mois, on n'a rien fait dans ce domaine. Rien du tout. C'est peut-être une insuffisance, mais ce qui a paru important pour nous, c'est de mettre le pays au travail et de faire les réformes nécessaires à avoir une administration compétente, efficace et peu coûteuse. C'est de pouvoir rassembler les ressources qu'il faut pour investir dans le secteur structurant. Et de faire les réformes dans le secteur de la santé, de l'éducation. Tout le monde sait très bien que c'est une catastrophe. Ce n'est pas eux facile. Le Bénin a besoin d'experts, plus que la France, beaucoup plus que les États-Unis, plus que la Chine, parce que c'est un pays où tout doit être construit. Pour être ministre de la Santé en France, on peut ne pas être un expert en la matière. Les fondamentaux sont là. L'administration est compétente. Les structures existent. Les normes sont définies. Les protocoles sont établis. Les moules sont établis. On peut ne pas être un acharné au travail. Quand on est dans un pays comme celui-là, on n'a pas le choix. On est dans des moules. Mais au pays, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de normes, il n'y a pas de protocoles ne sont pas établis, il n'y a pas de règles. La réglementation, même définie et établie, n'est pas connue. Personne ne met en œuvre. Parfois, les choses sont dépassées, obsolètes. Il faut imaginer, construire, identifier ce qui est fait, ce qui n'est pas fait, ce qui reste à parfaire, ce qu'il faut mettre en lumière. Et c'est cela qui constitue l'essentiel de ce qui nous permettra de sortir de la pauvreté. Vous savez que notre éducation, c'est vrai, on nous a appelés jadis quartier latin de l'Afrique. Mais pour ceux qui l'ont encore en leur mémoire, c'est un triste constat que aujourd'hui le bon latin ne veut plus rien dire au Bénin. Peut-être que Dieu nous a fait peut-être un peu différemment, que nous sommes peut-être des génies en herbe ou des génies de manière intrinsèque en nous-mêmes, mais ce qui permet au génie de clore, de se révéler, l'éducation, l'instruction, le cadre d'expression des valeurs, des compétences, des connaissances, le cadre de transmission des connaissances ne s'appelle plus école au Bénin. Nous y sommes attelés. Nous avons aujourd'hui des tests qui sont en train d'être mis en œuvre et qui vont changer notre avenir. Nous avons fait des réformes pour améliorer le cadre propice à l'investissement, créateur d'emplois et de richesses. Je vous donnerai les détails tout à l'heure. Nous sommes engagés à investir dans les infrastructures qui donneront plus de facilité à nous-mêmes, à nos investisseurs, pour réaliser ce qui relève de leur volonté, le commerce, l'industrie, l'agriculture. Toute chose a bien besoin d'infrastructures qui relèvent du public. J'ai eu la chance d'être accompagné dans mon séjour par, je crois, 3 ministres, celui des Affaires étrangères, des Finances et des Sports. Ils font partie d'une équipe assez unie, une équipe au sein de laquelle, je crois même que les rôles sont interchangeables, je crois bien, parce que les débats que nous menons en conseil sont bien nourris et tout le monde intervient sur tous les sujets, de plus en plus, avec le temps. J'ai l'impression que chaque ministre est devenu un expert dans tous les domaines
dans tous les secteurs de notre vie commune. Et je vais leur laisser la parole tout à l'heure pour vous faire le résumé de ce que je viens de vous dire, que certaines choses ont déjà été accomplies, certaines choses sont en train d'être mises en œuvre, sont en chantier. Et vous allez pouvoir apprécier par vous-même si nous avons déjà fait un petit bout du chemin. Puis à la suite de cela, je vais vous donner la parole et je serai face à vous. Je répondrai à toutes vos questions, sans pudeur, sans retenue. Il n'y aura pas de questions taboues. Et plus les questions seront impertinentes, plus nous vous dirons notre vérité. Oui. Le temps est court. J'aurais voulu rester avec vous, bavarder, parler. Profiter de cette introduction pour regarder chacun de vous. Parce que je commence à m'habituer à la lumière dans les yeux, je commence à distinguer les uns et les autres. Mais je vais prier, messieurs les ministres, nous n'avons aucune femme parmi nous, malheureusement, de faire court et de présenter à nos concitoyens quelques éléments de ce que nous avons pu faire en exécution du programme d'action du gouvernement. J'essaie d'être le plus court possible pour que nous consacrions l'essentiel du temps aux échanges. Vous voulez commencer le premier? Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer de... C'est impressionnant, de la vision qu'on a quand on est debout ici face à ses compatriotes. Très intimidant d'ailleurs, moi qui suis un grand bavard et qui me lâche, j'avoue que là, je sens de l'énergie. Merci, Monsieur le Président. Je vais prendre un petit quart d'heure pour vous parler d'un certain nombre de réformes et d'actions entreprises sur les 18 derniers mois. Comme le chef de l'État l'a expliqué, l'objectif du PAG, c'est de rebâtir les fondamentaux de notre pays, les grands piliers de notre pays pour qu'il y ait une égalité de chance, pour que tout le monde puisse s'épanouir, se développer. Pour le faire, il y a deux grands chantiers. Le chantier des réformes, le chantier des investissements. Mon intervention va se focaliser sur ce que nous avons pu faire en 18 mois en matière de réforme, et je laisserai le soin à mes collègues pour vous parler des investissements qu'on a pu faire dans les différents secteurs et l'état d'avancement de certains chantiers phares qui ont été annoncés à notre arrivée. Quand on parle de réforme, il y a bien entendu celles qui concernent ma fonction directe, c'est-à-dire celle qui concerne la gestion des finances publiques, l'assainissement du cadre macroéconomique. Il y a également celles qui concernent les secteurs clés de notre administration. Le chef de l'État tout à l'heure a parlé de l'éducation. Il y a la sécurité, les réformes liées à la santé, à la justice et un certain nombre d'autres réformes plutôt sectorielles qui sont abordées. Je vais commencer tout de suite par vous parler des réformes qui sont liées à l'environnement des affaires. Et pourquoi je commencerai par celle-là? C'est que si vous vous rappelez, le PAG, nous l'avons dit, c'est 60% de financement par le secteur privé. Alors si nous voulons que le secteur privé puisse s'impliquer et vraiment contribuer à la réalisation du PAG, il était indispensable tout de suite de mettre en chantier toute une série de réformes qui permettent de rendre attractif et de fluidifier les relations au niveau donc, de l'activité du secteur privé. Sur les réformes au niveau de l'environnement des affaires, nous avons, en 18 mois, eu à adopter 9 lois. Il faut dire que c'est le gouvernement qui a, en 18 mois, fait le plus de réformes, en tout cas fait voter le plus de lois. En 18 mois, nous avons fait voter 50 lois, voter 50 lois en 18 mois. Et donc, pour celles qui concernent donc, le climat des affaires, il y en a 9, je vais vous les énumérer, et je m'attarderai sur 2 de ces réformes. Donc, il y a bien entendu la loi sur le partenariat public-privé, le Code des marchés publics,
la loi sur les zones économiques spéciales, la loi sur les conditions et procédures d'embauche, d'emploi et de résiliation des contrats de travail, la loi sur l'affacturage, sur le crédit bail, sur le bureau d'information de crédit, sur le code foncier et sur le code numérique. Cet après-midi, je voudrais m'attarder sur les réformes que nous avons faites sur le foncier et ensuite sur les conditions d'emploi, d'embauche d'emploi et de résiliation des contrats de travail. Donc, sur le foncier, bien entendu, il y a eu 3 choses de fait. Il y a eu le code foncier qui a été revisité. Vous savez, en août 2013, il y a eu un code qui a été voté, mais aucune action n'a été entreprise dans le cadre de ce code parce qu'il y avait énormément d'insuffisances. Notamment, l'ancien code créait de l'insécurité temporaire sur la propriété. La notion de titre foncier avait été supprimée, on a créé des certificats de propriété et personne n'a eu délivrance de ce certificat en 3 ans. Donc, il y a eu réforme de du code foncier, donc de la loi, pour faire les corrections nécessaires. Ensuite, il y a eu l'opérationnalisation de l'ANDF, qui est l'Agence nationale du domaine du foncier, et il y a eu le lancement du chantier du cadastre. Je pense que tous dans la salle ici, vous êtes concernés par le cadastre. Le cadastre tel que nous le faisons, c'est quoi? C'est un système informatisé unique, unifié, qui permet de pouvoir tracer l'ensemble du foncier de l'État. C'est un système qui vous permet en ligne de pouvoir identifier à qui appartient un bout de terre, d'avoir l'historique des transactions, d'avoir les informations sur les charges et sûretés qui peuvent grever cette terre. Il s'agit donc d'une révolution qui va permettre de pouvoir utiliser le foncier comme un actif pour avoir accès au crédit, au-delà de tout ce que ça apporte comme sécurisation des transactions et donc de la protection de vos biens. Donc ce cadastre a été lancé, et pour vous qui êtes de la diaspora aujourd'hui, d'ici donc la fin 2018, vous aurez la possibilité en ligne de vous connecter, de faire vos requêtes et vos formalités d'enregistrement en ligne. Vous arrivez à Cotonou pendant les vacances, on vous propose d'acheter un terrain, vous allez en ligne, vous pouvez connaître le vrai propriétaire, les différentes mutations qu'il y a là-dessus, savoir s'il y a des hypothèques, des autres formes de sûreté et autres charges grevées sur ce bien. Et grâce à ce système, vous savez, parfois, il vous arrive d'avoir des partenaires qui ont envie de faire des projets au Bénin. Vous arrivez et il est impossible qu'on vous donne l'information sur les disponibilités en matière de foncier. Là, vous pouvez l'avoir sans avoir à consulter quelqu'un. Vous aurez zone par zone les disponibilités et l'état du domaine du foncier. Donc ça, c'est une révolution, effectivement, qui nous rend uniques en Afrique. Quand vous combinez la loi mise à jour, le cadastre, et enfin, le troisième élément qui est la réforme fiscale du foncier. Nous avons, dès le mois de juin 2016, grâce au collectif budgétaire, éliminé toute la fiscalité sur le foncier. Et c'est l'occasion pour vous de pouvoir faire toutes vos formalités, que ce soit les mutations, les successions, les ventes, les hypothèques. Toutes ces formalités, toute la fiscalité sur ces transactions foncières ont été mises à zéro pour permettre à chacun de pouvoir réaliser les opérations. Et c'est impressionnant parce qu'en 12 mois, donc de juillet 2016 en juillet 2017, nous avons enregistré 1378 dossiers traités d'inscription pour une valeur totale de 202 milliards. C'est-à-dire qu'avant, quand vous achetez un terrain à 100, pour éviter la fiscalisation, vous déclarez à 2. Vous avez un titre foncier, des documents qui disent que c'est à 2, qui vous pénalisent d'ailleurs pour faire des sûretés et donner la vraie valeur de votre bien. Et vous payez des taxes minoré sur 2. Mais maintenant, comme la fiscalité est à 0, les transactions sont faites à leur juste valeur et on commence à avoir la vraie valeur de ce qui se passe du foncier. Donc, 1378 dossiers d'inscription, de demande d'inscription traités pour une valeur de 202 milliards en 12 mois. Je pourrais en parler longtemps, mais je vais passer au deuxième point qui concerne la loi relative à l'assouplissement du dispositif pour favoriser la création d'emplois. Cette loi apporte 3 innovations. La première concerne la simplification des procédures d'embauche et de résiliation des contrats. En fait, pour faire simple, grâce à cette loi aujourd'hui, vous avez la possibilité d'avoir des sociétés d'intérim. La notion de contrat d'intérim, d'agence d'intérim n'était pas encadrée par une loi. Ce qui fait qu'une PME qui a des besoins dont elle n'arrive pas à s'assurer de la permanence dans le temps
et qui voudraient, juste pendant quelque temps, avoir des ressources, soit pour pallier des absences ou pour tester le lancement d'une activité, étaient complètement coincés et n'avaient que d'autre choix que de rester dans l'informel. Grâce à cette loi, tout le travail, les contrats intérimaires pourront se développer. Cette loi permet également de pouvoir renouveler les contrats à durée déterminée sans limite. Parce que la difficulté que vous avez, même y compris au niveau de l'État, qui parfois signe des contrats pour 2 ans renouvelables une fois, c'est que vous avez peur, à l'issue du premier renouvellement, donc du deuxième thème, de garder le collaborateur, mais de peur que ça devienne un contrat à durée indéterminée, avec toutes les conséquences que ça emporte. Donc cette flexibilité a été apportée dans la loi. Il y a eu également toutes les facilitations du règlement des conflits sociaux. Aujourd'hui, lorsqu'il y a un conflit entre un employeur et un employé, et qu'il y a un règlement à l'amiable où les constitutions paritaires des juridictions du travail, donc les constitutions qui sont composées d'employés-employés, qui connaissent donc du litige et qui prennent une décision, il y a un règlement. Aujourd'hui, la pratique, c'est que l'entreprise pense que le différend est réglé et quelque temps après, l'employé, le travailleur, retourne encore au tribunal et assigne l'entreprise. Et il est arrivé plusieurs cas où les entreprises sont condamnées à des montants qui dépassent même leur chiffre d'affaires. Et donc, des boîtes sont coulées du fait de ce dispositif. Donc, la loi aujourd'hui rend totalement irrecevable toute procédure judiciaire à partir du moment où il y a un règlement amiable, où les constitutions paritaires se sont prononcées sur le litige. Enfin, troisième chose que je voudrais mentionner ici, c'est le plafonnement des réparations à payer en cas de licenciement abusif. Aujourd'hui, la loi permet de plafonner ça à 9 mois. Et ces ensembles de mesures définitivement permettent de limiter, notre objectif c'est d'empêcher, d'offrir les conditions pour qu'au lieu de maintenir des personnes dans l'informel, d'hésiter à déclarer les personnes qu'on aille les déclarer. Parce qu'aujourd'hui, la déclaration, la signature d'un contrat fait peur à cause des conséquences, notamment les litiges, les procès qui pourront venir derrière. Donc toute une série de mesures pour assouplir et l'embauche, l'emploi et donc la résiliation des contrats de travail. Donc voilà les 2 éléments que je voudrais signaler concernant le climat des affaires. Mais pendant la question-réponse, il y a tellement de choses à dire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une 50aine de lois qui ont été votées. Donc on peut en revenir là-dessus. S'agissant maintenant des réformes concernant l'administration publique et la gestion des finances publiques. S'agissant des réformes administratives et organisationnelles, je voudrais ici retenir 3. Bien entendu, il y en a plusieurs, mais retenir 3 que nous allons développer. Le premier concerne la loi sur l'identification des personnes. La deuxième porte sur la loi concernant le régime général d'emploi des collaborateurs extérieurs. Je reviendrai là-dessus. Et enfin, parler de la réforme sur la déconcentration des services de l'État et l'opérationnalisation des nouveaux départements. Donc, sur le premier point, donc, vous savez qu'on a voté une loi qui fait obligation à chaque citoyen de disposer d'un numéro d'identification unique. Cette loi a prévu qu'en première étape, l'État lance ce qu'on appelle le RAVIP, c'est-à-dire un recensement administratif à vocation d'identification de la personne. Donc, c'est un recensement massif de tout le monde qui va permettre, du côté de chaque citoyen, d'avoir 2 choses. La première, c'est de disposer d'un numéro d'identification personnelle. Il est permanent, il est incessible. Ce numéro sera inscrit sur tous les actes que réalisera chaque citoyen dans la cité. Et ce numéro permet de traiter d'ailleurs toutes les difficultés liées aux homonymies, aux noms, aux prénoms multiples qui parfois sont inversés et qui posent des difficultés lors des contrôles de diplômes et autres. La deuxième chose que ce recensement et ce dispositif apportent pour le citoyen, c'est de disposer d'une carte électronique à usage multiple. Chacun disposera de cette carte multiple qui permet, entre autres, de pouvoir bénéficier d'une assurance maladie, assurance retraite, de la microfinance, de la formation. Bref, votre numéro et votre carte vous serviront à tout faire. Donc, l'État lance ce recensement massif. La loi a été votée. Les différentes équipes de pilotage et de supervision sont déjà en place. Le recensement démarre le 1er novembre, donc au niveau du Bénin. À l'issue de ce recensement, il y aura un dispositif permanent
pour permettre aux citoyens de continuer à venir s'enregistrer pour les personnes qui vont rentrer dans la base au fur et à mesure du temps. On pourra revenir en détail là-dessus pendant les questions-réponses. Alors ça, c'est les avantages donc, pour le citoyen. Donc j'ai dit numéro 4, usages multiples. Au niveau de l'État et de la gestion de la cité, donc ce dispositif permet au Bénin de disposer d'un registre national de la population, de régler définitivement les questions liées à des citoyens sans acte de naissance. Ça contribuera forcément à la formalisation de l'économie, à la sécurisation des personnes et des transactions, et ça améliorera la programmation des actions de développement. Avec ça, on aura une idée précise des effectifs des populations par zone, on aura une information sur ce qui se fait, et on pourra déployer les programmes, notamment les programmes prioritaires à caractère social, en fonction des informations issues de ce dispositif. Quand vous cumulez les réformes sur la terre et sur les hommes, vous voyez qu'en 18 mois, nous avons fait, et nous dotons le Bénin, et c'est déjà fait, donc ce n'est pas à faire, de quelque chose d'unique. Il n'y a pas un pays en Afrique noire qui ait ce double dispositif aujourd'hui. Et donc, je pense que c'est quelque chose d'unique et qui a été fait vraiment dans un temps record et qui touche chacun de vous, que ce soit la gestion de la terre ou l'identification et la mise à disposition de cette carte multifonction à tous. Donc, c'est une carte qui va simplifier la vie et comme je l'ai dit, il s'agit d'une opération que nous faisons avec le soutien technique de l'opérateur Safran qui est connu au niveau mondial. La deuxième loi dont je voulais parler concerne le régime des collaborateurs extérieurs à l'État. Alors, en fait, c'est une loi qui fournit un cadre légal pour permettre à l'État de pouvoir faire appel aux talents, d'où qu'ils viennent, où qu'ils soient. Les personnes qui bénéficieront du contrat dans le cadre de ce dispositif ne seront pas des fonctionnaires, mais pourront occuper des fonctions de fonctionnaires. Bien entendu, ce dispositif a des limites. C'est les contrats qui sont limités à 2 ans pour éviter que par ce dispositif de personnes extérieures. Quand on dit extérieur, ce n'est pas étranger. Il s'agit de faire appel aux ressources. Ça peut être du secteur privé au Bénin comme à l'étranger. Donc, il s'agit de faire appel aux ressources pour pallier au déficit de compétences temporaires, pour permettre également de monter en compétences. Je vais vous donner un exemple concret. Il est peut-être dans la salle. J'ai un collaborateur, donc il y a un compatriote qui travaille aux impôts ici, qui rejoindra le 1er janvier prochain la Direction générale des impôts pour 2 ans, pour permettre de façon spécifique d'améliorer nos capacités de collecte et de relance des impayés fiscaux. Et ça, on n'aurait pas pu le faire il y a quelques mois en l'absence de cette loi. Parce qu'une chose est de vouloir servir, mais quel est le cadre juridique qui permet d'entretenir, d'encadrer ce travail? Et donc cette loi permet de faire ça. On pourra payer les compétences, on pourra les amener, on pourra les employer sur toutes les fonctions sans retenue. Nous sommes aujourd'hui dans un dispositif où nous avons des directions, je prends le cadre du ministère des Finances, nous avons des directions où les choses sont organisées de telle sorte que nous n'avons pas le choix que de prendre une certaine personne comme directeur, puisque les textes sont faits en sorte qu'il faut prendre au sein de la direction et il faut prendre la personne la plus expérimentée, quel que soit son niveau d'exposition, quelles que soient ses compétences. Vous savez, vous avez beau être le plus brillant du monde, avoir les plus grands diplômes, si vous n'avez pas été exposé aux choses et que vous avez été mis au placard par la force des choses, vous allez avoir de l'ancienneté, mais pas le savoir-faire. Et aujourd'hui, le dispositif actuel nous oblige parfois à mettre en charge des personnes qui ne peuvent pas faire. Donc cette loi permet de régler ces déficits, ces dysfonctionnements, et vous permet à vous aussi de pouvoir venir temporairement pour aider votre pays, apporter votre pierre à l'édifice, comme le cas que j'ai expliqué tout à l'heure. La troisième réforme sur l'administration générale dont je voulais parler ici concerne le renforcement de la déconcentration. Vous vous rappelez, en 1999, le 15 janvier 1999, a été votée la loi 97-02 qui a découpé notre pays en 12 départements. Mais en 18 ans, personne n'a eu le courage de déterminer les nouveaux chefs-lieux et de rendre opérationnels ces 12 départements, donc les 6 nouveaux. Et le chef d'État l'a fait. Il a fait dès le 22 juin 2016.
il y a eu donc le décret qui a décidé, qui a fixé les nouveaux chefs-lieux pour les 12 départements, les 6 nouveaux et les 6 anciens, et la nomination des 12 préfets. Il s'agit d'une révolution et d'un acte de courage que je pense mériterait franchement votre applaudissement. J'ai parlé de réformes qui touchent l'administration en général. J'ai cité quelques exemples. Il n'y en a que 3, mais il y en a plein d'autres. Il y en a un paquet. On pourra revenir pendant les questions-réponses. Je voudrais maintenant aborder un certain nombre de réformes et d'actions relatives à l'assainissement du cadre macroéconomique et donc à la qualité de la dépense publique. J'aurais pu laisser le ministre des Sports faire cette partie, puisque nous sommes tous interchangeables, mais je vais le faire, puisque j'ai encore quelques minutes. Le premier élément que je voulais signaler, c'est la mise en place d'un fichier national de préqualification pour les nominations aux emplois dans la chaîne de dépenses publiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que nous voulons faire, c'est totalement dépolitiser et professionnaliser les personnes qui interviennent sur les fonctions clés de la chaîne publique, que ce soit au niveau des passations de marché, que ce soit au niveau des inspections, que ce soit au niveau des directions administratives et financières. L'idée, c'est de constituer cette base, de mettre là-dedans les profils des personnes qui peuvent faire le job et de faire obligation de nommer dans cette base. Ça permet de pouvoir mettre les bonnes personnes aux bons endroits et de totalement dépolitiser. Vous êtes ministre, vous voulez nommer un directeur, votre DAF. Généralement, la pratique ancienne, c'est d'aller prendre quelqu'un dont on est sûr de la loyauté et parfois pas de la compétence, mais on sait qu'on peut discuter avec cette personne, on la place, que cette personne soit de profil et de compétences financières ou pas. Maintenant, grâce à ce dispositif, vous n'avez pas le choix. Vous prenez dans la base. Et ça aussi, c'est quelque chose d'unique qui permet de totalement dépolitiser. La meilleure façon d'avoir une administration moderne, vraiment, qui est au service de l'État, c'est vraiment de régler cette question de dépolitisation pour que ceux qui peuvent faire le job, quelle que soit leur origine ethnique et leur appartenance politique, puissent faire le job. Et donc, c'est ce que nous faisons. Le chef de l'État a dit tout à l'heure qu'ici, il y a une administration qui tourne, les services sont formés et un ministre est dans les moules. C'est ça, les étapes que nous faisons petit à petit pour conduire également notre administration à être une administration qui tourne, quelle que soit la personne qui est à la tête du ministère. Donc ça, également, ça c'est une réalisation. Ensuite, je voudrais parler de la réorganisation de l'administration et tout ce que nous avons fait pour réduire le train de vie de l'État. Vous avez vu, je vais en citer quelques-uns concernant donc la réduction du train de vie de l'État. Vous avez noté dès avril 2016 la limitation du nombre de ministères, mais il vous a peut-être échappé qu'à la suite de ça, il y a eu des décrets qui ont été pris pour revoir la taille des cabinets ministériels et la structure des différentes directions des ministères, pour limiter des postes comme chargé de mission et autres postes dont on peut se passer en faisant le job avec le peu d'effectifs qu'il faut. Donc la réduction des nombres de ministères, l'adoption de nouveaux décrets portant attribution des ministères, la suppression de plusieurs entités budgétivores, plus de haut commissariat à la gouvernance concertée, la cellule de contrôle de l'exécution des projets de développement partie, le haut commissariat à la solidarité nationale partie. Et ça ne veut pas dire qu'on est... Vous savez, les chiffres ne mentent pas. Hein. Nous avons le gouvernement qui a le plus fait d'actions sociales par rapport aux travaux comparés aux 10 dernières années. On peut revenir sur les chiffres. C'est vrai, c'est là, c'est factuel. Action sociale, prioritaire, nous avons mis le plus de moyens dedans. Parce que quand on dit qu'on supprime le Haut Commissariat à la solidarité nationale, on dit oui, voilà, tout ce qui est social, tout ce qui est solidarité, ça ne nous concerne pas. Mais la réalité, c'est que sur 2017, nous avons mis 180 milliards sur ces actions-là. Et ça, le Fonds monétaire international, dans son programme, dans le programme que nous avons avec le Fonds monétaire international, a fixé des limites. Il faut mettre à peu près 160 milliards et nous avons dépassé déjà 180. Nous sommes à 180 milliards sur les 160 qu'il faut faire. Sachant que la moyenne sur les autres années est située au niveau de 90 milliards. Mais bien entendu, quand vous constatez qu'il n'y a plus de problème de délestage, quand vous constatez maintenant qu'il y a les cantines scolaires, quand vous constatez qu'il y a un certain nombre de choses, vous ne vous rendez pas compte, mais les faits sont là, les chiffres sont là. Donc la suppression du Haut Commissariat à la solidarité nationale ne change rien et les faits sont là et
C'est un gouvernement qui a fait de plus dans le social que par le passé. Troisième élément, c'est l'audit de l'effectif de l'État et la mise en place d'un fichier unique pour le traitement des payes de l'État. Alors là, c'est un travail en cours. C'est un travail en cours. Vous savez, nous étions dans un dispositif où, au niveau de la fonction publique, il y a une base de données qui liste les fonctionnaires, qui enregistre la progression de carrière des fonctionnaires. Au niveau des finances, ministère des Finances, on a une base de données pour payer les fonctionnaires, mais on s'assure que les deux ne parlent pas. Concrètement, aujourd'hui, quand vous avez un acte administratif, on vous embauche et on vous donne un acte administratif pour vous affecter dans une direction, dans un service, vous vous déplacez à la fonction publique, vous prenez la copie de votre acte, vous vous déplacez au ministère des Finances, à la solde, vous déposez pour que votre dossier soit traité. 21e siècle. Et ce qu'il y a, c'est que ce dispositif a été mis en place parce que ça permet de pouvoir intégrer de faux fonctionnaires. Les choses sont simples. Les actes, en général, font 3 pages. Vous avez la première page, c'est les visas, c'est-à-dire les vues. La deuxième page dit « Monsieur tel, de tel, travaille dans telle fonction, affecté à telle fonction, ou bénéficie de tel avancement, etc. » Et la troisième page, c'est la page de signature. Magique. On prend un acte, on enlève la deuxième page, on met une page avec un autre nom, fictif, on vient aux finances, on le fait enregistrer, on se fait payer. Vendredi passé, encore, 8 personnes ont été présentées au procureur de la République et écrouées parce qu'ils ont mis en place un système où des faux actes administratifs sont présentés, enregistrés. Et ça, c'est les conséquences négatives de l'informatisation. À partir du moment où vous enregistrez un dossier, vous mettez le RIB, tous les mois, gling, 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 l'argent passe. Et donc, il y a tout un système mis en place où ils allaient tous les mois récupérer. À midi, l'argent tombe sur le compte le 20 du mois. À midi 5, l'argent était récupéré, partagé. Donc aujourd'hui, 8 fonctionnaires sont, depuis vendredi, mis au trou. Et l'enquête continue. Et donc, la communication, la connexion entre ces deux bases continue. Et donc ça, c'est un exemple de dispositif en place. Et tout le monde le sait. Ce qui est formidable, c'est que tout le monde sait que c'est comme ça. Mais le système des choses fait que personne ne veut s'attaquer à ça. Nous nous attaquons à ça. Quatrième élément, les mesures qui visent le paiement par virement bancaire des primes, des salaires, des bourses et secours universitaires. Avant notre arrivée, quasiment tout était payé à vue. Le cash circulait. Même le chef de l'État, par le passé, quand il partait, il y avait un monsieur qui le suivait avec une mallette d'argent. Tout ça, c'est avant. Je vais vous donner un exemple avec des chiffres, parce que les chiffres ne mentent pas, sur l'intérêt d'avoir procédé à la bancarisation et au paiement automatique par virement bancaire de ces différents paiements. S'agissant des boursiers, parce qu'il y en a peut-être dans la salle, en 2016, il était déclaré 29 000 boursiers et il était décaissé 17 milliards pour les bourses. Nous avons insisté pour avoir le fichier des boursiers et d'analyser les fichiers, de l'automatiser compliqué. Nous avons dit, à partir du 1er janvier 2017, fine, si on n'a pas la liste avec les RIB, nous allons payer le 20 du mois, tous les boursiers recevront leur bourse automatiquement, mais il faut les dossiers et il faut les RIB. Comme par enchantement, nous avons 23 000 et non plus 26 000 boursiers. Donc 3 000 faux boursiers, partis. Partis. Alors, nous avons fait 2 choses. Grâce à ça, qu'est-ce que nous avons fait? Ça aussi, c'est une poche d'économie, puisque avant, ce qui se passait, les 17 milliards, concrètement, c'était au trésor, on les prenait, on les mettait dans une caisse, et on émargeait, on mettait M. Fanou Girard, il a pris 20 000 francs, Romuald Wadaï, 20 000 francs, il n'existe pas, il est étudiant, il n'est pas étudiant, on ne sait pas. Avec le dispositif mis en place, déjà, c'est dégonflé de 3 000 boursiers. Et grâce à cette économie, ce que nous avons fait, le chef de l'État a demandé qu'on fasse 2 choses. La première, c'est d'augmenter le nombre de boursiers. Nous avons historiquement 1000, 1100 maximum de boursiers par an, et cette année, il y a 1350 boursiers, soit plus 18% de boursiers. Et le chef de l'État a insisté pour que... Son principe est simple, hein. Soit vous ne faites pas, ou vous faites bien. Vous le connaissez.
Soit vous ne faites pas, ou vous faites bien. Donc, comme on veut faire et qu'on a augmenté le nombre de boursiers, nous allons revoir, et ça va être finalisé à notre retour, pour que le montant des dotations des secours soit augmenté. Pour que les aides servent vraiment à quelque chose. Par ailleurs, je tiens à signaler aussi qu'il y avait, pour la période de 2014 et 2016, il y a peut-être des boursiers, vous êtes des parents boursiers, il y avait pour 8 milliards d'arriérés de bourses sur la période 2014-2016 qui ont été totalement soldés. Donc aujourd'hui, les boursiers, le 20 du mois, reçoivent leur bourse automatiquement. Ça, c'est pour les boursiers qui sont au Bénin. Pour les boursiers qui sont à l'étranger, qui sont peut-être dans la salle, depuis le 1er juillet, nous avons mis en place le paiement automatique mensuel pour les étudiants en spécialité de médecine. Et nous allons commencer à partir du 1er janvier pour l'ensemble des autres étudiants à l'étranger, le même dispositif de paiement. Vous avez votre dossier, c'est programmé tous les 20 du mois, ça tombe, il n'y a plus besoin d'aller courir après pour avoir votre bourse. Donc ça sera fait au 1er janvier pour les autres spécialités. Mais les médecins à l'étranger, c'est déjà fait, il y en a peut-être dans la salle. Ensuite, je voudrais parler des paiements des frais de mission par carte bancaire. Quand vous allez en mission pour 3 jours, par exemple, et vous prenez donc vos per diem, c'était fait en espèces, vous arrivez, la mission est prolongée et vous êtes à court d'argent. Aujourd'hui, grâce au dispositif qui existe, vous avez une carte bancaire, ça évite de trimballer du cash, mais ça permet aussi d'avoir la possibilité, en cas de prolongement de votre mission, d'avoir une capacité de réagir, puisque depuis Cotonou, on charge votre carte automatiquement opérationnelle et vous payez. Donc, au-delà du côté pratique des facilités que ça apporte, je peux vous assurer que c'était également un nid à fraude, puisque en informatisant, en automatisant, on arrive à limiter les fraudes, puisque la même personne était en mission à Paris, Savalou et Ouida la même semaine. Maintenant, avec ça, c'est contrôlé, c'est limité. Le prochain élément, c'est la création de la cellule des voyages officiels. Là, c'est vraiment le scandale. Je pense que j'ai pris fonction le 7 avril, et entre le 7 avril et le 30 avril, j'ai eu peut-être 3 propositions sérieuses de créer ma propre agence de voyage. C'est-à-dire, on me dit, mais ce n'est pas possible, il faut tout de suite que tu crées une agence de voyage, tu ne sais pas, ce n'est pas possible, c'est pas possible. Mais alors moi, dès qu'on me fait une proposition, je creuse ce qu'il y a derrière. Donc, manque de bol, en creusant et en reportant au niveau du Conseil des ministres, on a étudié, on s'est aperçu qu'il y avait un vrai problème. Vous imaginez, pour un petit pays comme le Bénin, nous dépensions autour de 17 milliards en billets d'avion par an. C'est criminel. 17 milliards en moyenne par an. Alors, nous avons mis en place la cellule des voyages officiels. Sur la période de janvier à juin, nous avons dépensé à peine 1 milliard. Les économies sont simples. Toutes les agences, partant du principe que l'État paye en retard, mettaient 25%. Et c'était connu. Ils font le billet, ils rajoutent 25% de surprime pour pallier le fait qu'ils seront payés en retard. Donc, il y a déjà 25% de surfacturation reconnue de tous. Il y a maintenant les facturations multiples. La personne voyage, mais se fait faire plusieurs billets d'avion et après les prend et les utilise, ou parfois l'État se fait facturer, mais en fait, c'est les privés qui utilisent ces billets d'avion. Sans compter toutes les, je ne rentrerai pas dans les détails, mais les classes de réservation, les textes sont clairs, ceux qui doivent voyager en économique, en affaires, mais rien n'était respecté et les billets étaient achetés. Les agences étaient motivées, puisqu'elles avaient une surprime de 25% du prix du billet. Quand un aller-retour Cotonou-Paris peut être acheté à 500 000, on préférait prendre le billet le plus cher, puisqu'on se faisait de la marge, mais en plus, on se prenait 25% du montant le plus élevé. Donc, c'était tout un dispositif complètement hallucinant. Mais voilà aussi des économies, c'est déjà réalisé, ce n'est pas des paroles en l'air. Il y a également l'adoption du crédit bail, donc du leasing pour la gestion du parc automobile de l'État. Ça aussi, c'est une vraie catastrophe. Vous savez, dans un passé encore récent, quand vous allez à Cotonou, vous voyez des voitures plaques officielles circuler partout. En réalité, l'État achetait les voitures, ce budget de l'État, on mettait des plaques officielles et les personnes se louaient les voitures de l'État. C'est-à-dire que l'État vous met à disposition la voiture, vous mettez plaque officielle, donc on ne sait pas si c'est une voiture de fonction ou de service. Et les voitures de location aussi bénéficiaient d'une plaque officielle, donc on ne distinguait pas. Et donc, la personne dit, OK, cette semaine, je vais en mission à Grand Popo, j'ai besoin de 10 voitures avec mes équipes, et on prend les voitures du parc de l'État qu'on se louait soi-même. Et donc, l'État était dans une situation où, entre les locations et les achats de voitures et les réparations, on dépensait minimum 30 milliards jusqu'à 40 milliards par an. 30 à 40 milliards par an.
Donc la mise en place de cette réforme et de passer au leasing fait que nous allons diviser au moins par moitié les coûts. Désormais, les voitures sont louées et nous achetons du service. Donc plus besoin de s'inquiéter sur les réparations. Généralement, vous êtes fonctionnaire, on vous donne une RAV4, vous achetez une vieille RAV4 et puis le soir, vous changez le moteur de l'État dans votre voiture et voilà. Et l'État continue à réparer les voitures. Donc c'est fini. Nous louons les voitures, nous ne payons plus de réparation et tout cela coûtera maximum 15 milliards au lieu de 30 à 40 milliards. Ça aussi, c'est du réel, c'est fait et ça en marche. Je peux citer aussi l'organisation des examens et concours. On parlera tout à l'heure du secteur de l'éducation, mais quand nous sommes arrivés, donc en avril-mai, nous avons regardé le budget, puisque c'était à la veille de l'organisation des examens, sur instruction du chef de l'État, nous avons regardé en détail l'organisation des budgets, et nous nous sommes aperçus que les budgets sont faits avec un certain nombre de candidats. On dit, bon, l'année prochaine, au bac, on aura 150 000 candidats. Donc on dit, voilà, sur cette base, on aura 150 000 copies, tel nombre de correcteurs, etc. En programmation. Donc, avant, on va dire 9 mois avant. Très bien. Mais quand vous êtes à 3 mois de l'organisation des examens, vous savez combien de personnes sont inscrites. Vous devez réajuster. Mais on ne réajustait jamais. Et comme on était dans un environnement où tout était cash, on prenait l'argent, on donnait, et on se partageait, quand bien même on a corrigé moins de copies, il y a eu moins d'étudiants. Donc en revoyant juste ce principe-là, nous avons économisé l'année passée 5 milliards sur l'organisation des examens, et les examens ont été tenus à bonne date. Et vous avez vu vous-même les résultats des examens. 5 milliards d'économies directes. Vous savez, on peut dire, oui, je prends beaucoup de temps? D'accord, bon. Vous savez, franchement, les exemples comme ça, je pourrais en citer des tonnes, mais je vais concentrer peut-être sur deux autres pôles. Pour parler des actions, on pourra en parler des heures. Des actions au niveau du trésor public et après je viendrai aux impôts très rapidement. Au niveau des trésors publics, nous avons mis en place un dispositif de compte unique du trésor. Vous vous rendez compte que des structures de l'État créaient des comptes en parallèle dans les banques privées. Il y a plus de 150 comptes bancaires, ce qui fait que l'argent, votre argent, l'argent du contribuable, pouvait sortir du trésor, aller dans les comptes de banques commerciales et être dépensé sans aucune visibilité, sans aucune traçabilité. Donc nous avons répertorié, recensé tous ces comptes et procédé à l'analyse de ce qui se passe là-dedans et à la fermeture les uns après les autres de tous ces comptes-là. Nous avons fait l'audit des chèques certifiés du Trésor. Vous avez des impôts à payer, vous amenez un chèque certifié. On prend le chèque, mais au lieu d'aller l'encaisser, on le met dans les tiroirs et ce n'est jamais encaissé. Et donc l'État a perdu de l'argent. Et donc il y a eu 10,5 milliards de chèques. Donc des personnes qui ont considéré qu'ils ont payé le dû au Trésor en donnant un chèque certifié, mais en complicité avec un peu l'administration et peut-être même des banques, puisque les chèques certifiés n'étaient jamais compensés au niveau des banques. Et il y en a qui dataient de plusieurs années. Donc tout ça a été nettoyé également et ça a généré une économie du cash rentré pour 10,5 milliards. Afin de limiter l'interaction entre l'administration et le contribuable, nous avons mis en place automatiser les paiements des factures des prestataires, tout par virement, mise en place à partir du 1er janvier, nous sommes en test, à partir du 1er janvier, un système où l'État vous doit de l'argent, avec votre téléphone, vous recevez l'information sur SMS, vous interrogez la base pour savoir où votre dossier, vous n'avez plus besoin d'aller voir les gens du Trésor, etc., etc. Bon, je vais m'arrêter, juste un dernier élément. En fait, nous sommes dans une logique de fermer les trous de déperdition. Nous sommes dans une crise économique sans précédent. Les recettes ne sont pas là. La meilleure façon de financer la part du budget national du PAG, c'est d'une part de sécuriser le peu de recettes que nous avons et d'autre part de bien dépenser ce que nous avons. Et pareil, au niveau des impôts, pareil, vous avez appris, il y a une douzaine de collaborateurs. Je pense que nous sommes le gouvernement qui avons mis le plus de fonctionnaires véreux en prison en 18 mois. Il y a 12 collaborateurs qui avaient un système de vol des chèques qui créaient des crédits d'impôt fictifs et qui prenaient des chèques de paiement d'impôt et qui se les compensaient en espèces et qui dilapidaient l'argent. On pourra revenir en détail. Mais aussi une douzaine de collaborateurs mis aux arrêts et les enquêtes sont en cours sur ce point. Enfin, je vais terminer juste en disant que, vous savez, quand on est arrivé, et ça c'est factuel, le Fonds monétaire international en décembre 2015 a fait sa communication et a indiqué sa préoccupation sur l'état alarmant des finances publiques.
le niveau de la trésorerie, les instances de paiement, 160 milliards, le niveau de l'endettement, la qualité de la dépense publique, la tendance, on va dire la trajectoire des déficits. En 18 mois, ils sont revenus, et vous avez vu le communiqué, nous avons fait un programme où nous avons pris des engagements, et ils sont venus, ils ont dit, nous sommes dans les bonnes règles. Nous avons fixé des limites de déficit, nous les avons tenues, nous avons fait mieux que ce qui est prévu, et nous avons fait un certain nombre de choses qui sont terribles. Vous savez, en avril 2016, l'État avait perdu toute crédibilité face aux partenaires techniques, mais aussi crédibilité en interne. Personne ne voulait vendre à l'État, puisque même les chèques de trésor n'étaient pas payés. Et ça, c'est réglé. Maintenant, c'est les chèques normalisés. Donc ça limite. Quand vous savez que vous allez payer. Nous avons mis en place un dispositif où on dépense quand on a la trésorerie. Et nous avons fait en sorte qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il n'y a pas d'impayés. Le Fonds monétaire international considère impayé quand vous avez une instance qui arrive au Trésor, au bout de 90 jours, quand ce n'est pas payé, c'est déclaré impayé. Et dans leur rapport, ils ont dit nous avons 0 impayé. Alors quand on dit l'argent ne circule pas, mais que les fonctionnaires sont payés, et il n'y a pas d'impayé au niveau des prestataires, sachez que l'argent qui ne circule pas, c'est ces milliards que je vous ai dit tout à l'heure qui sont dilapidés. Donc voilà, Monsieur le Président, je pense que je vais m'arrêter là parce qu'il y a tellement d'autres choses à dire et je laisserai la parole maintenant peut-être au ministre des Affaires étrangères. Je lui ai volé la vedette, je lui laisse la suite pour vous parler de quelques progrès sectoriels. Merci beaucoup. Alors, ma responsabilité ce soir, c'est dans la même lancée que ce que mon collègue des Finances vous a expliqué, c'est de voir et de vous informer, en fait, de nombreuses actions qui ont été lancées pour le développement de notre pays par secteur. C'est la deuxième partie, en fait, que je partage avec mon collègue des Sports, à qui je donnerai la parole tout à l'heure avec la permission du Président, qui modèle la prise de parole par les ministres. D'abord, l'énergie. Une chose était claire. Le Bénin était le champion du délestage. Aujourd'hui, le délestage est un mauvais souvenir. Pourquoi? Parce que quand le président est arrivé, des mesures urgentes ont été prises. Nous avons procédé à la location de groupes de secours et nous avons augmenté nos importations en provenance du Nigeria, de sorte que, malgré la charge financière que cela représente, les citoyens de ce pays n'ont plus de délestage. Vous pouvez avoir des coupures ça et là qui sont dues à la vétusté de certains matériaux ou aux réparations qui doivent se faire. Mais les longs délestages n'existent plus. Ceux qui sont allés à Cotonou récemment le confirment. Mais cette question doit être résolue durablement. Pour la résoudre durablement, le gouvernement a pris l'option de construire 4 centrales de 120 MW chacune. La première est faite sur financement de l'État avec le concours de la BID et les travaux ont été lancés le 29 septembre dernier. Il y en aura 3 autres. Ces 3 autres seront faites en mode PPP et les entreprises ont déjà été sélectionnées. Mais ces 4 nouvelles centrales seront de type hybride, c'est-à-dire qu'elles seront alimentées, on pourrait les alimenter par 2 types de combustibles. Je vais expliquer. Il y a le fuel et le gaz. Le coût de production pour les entreprises, pour les groupes qui utilisent le fuel est très cher. Celui qui utilise le gaz est moins cher, donc le Bénin a pris la décision de s'approvisionner au Nigeria. Nous allons acheter du gaz liquéfié, du GNL, que nous allons transformer, que nous allons regazéifier. Donc nous avons décidé de mettre en place une unité flottante de stockage et de regazéification. Je vais y arriver, c'est un mot un peu barbare. Et ceci nous permet de faire fonctionner nos nouveaux générateurs, nos nouveaux groupes, et cela à un coût de vente aux citoyens moins cher. Et ça, c'est une originalité, c'est une idée que le président de la République a eue, parce que le gaz, au Nigeria, nous pouvons l'avoir très facilement, et nous avons fait ce choix-là, et le transport sera réalisé. En plus de cela, nous essayons de faire des travaux pour renforcer le réseau, et le renforcement du réseau passe aussi par d'autres mesures. Vous savez très bien, et le ministre des Finances en a parlé tout à l'heure, nous avons beaucoup de problèmes de gouvernance dans nos institutions. Donc, des réformes de gouvernance sont en cours dans le secteur de l'électricité et il a été décidé de mettre en gérance la SBE et cela va nous permettre d'avoir une meilleure gestion dans ce domaine-là et ceci est en cours avec le concours du MCA, le Millennium Challenge en Court.
Notre objectif est, d'ici l'horizon 2020, d'atteindre une capacité de production interne qui sera d'au moins 500 MW. Ça, c'est pour l'électricité, et vous le savez, donc c'est un délaissage d'un mauvais souvenir. Je vais vous parler rapidement d'eau. Vous savez aujourd'hui que plus de la moitié de nos compatriotes n'ont pas accès à l'eau. Donc, le gouvernement a lancé un vaste programme de distribution d'eau potable dans 18 000 localités d'ici 2021. Réforme également de gouvernance dans le secteur, mobilisation de ressources, et déjà, nous avons signé avec la Chine un prêt de 50 milliards de nos francs. Un autre montant a été signé qui a permis de commencer dans les collines et dans le Zou des projets d'adduction d'eau qui vont permettre à nos populations d'avoir accès à l'eau. Ceci est très important parce que cela permet à notre pays d'être en phase pour les objectifs de développement durable qui prescrivent que tous les citoyens doivent avoir accès à de l'eau potable. J'y vais très vite pour pouvoir donner la possibilité à la salle d'interagir avec le président. Je veux passer très rapidement au cadre de vie et aux infrastructures. Pour les infrastructures, je voudrais vous informer que le projet d'extension du réseau routier porte sur un total de 1362 km qui relieront diverses localités. Cela permettra de désenclaver certaines localités et nous avons prévu également la construction du contournement nord de Cotonou et il y a, ceci est très important, un programme d'asphaltage des voies primaires, secondaires et tertiaires dans 9 villes de notre pays. Ceci va mettre derrière nous aussi cette critique des trous. On ne dira plus Cototrou, il n'y aura plus de trous à Cotonou, mais c'est des voies prioritaires qu'on va choisir pour le faire. Je vais vous parler aussi de la question de l'insalubrité. Tout le monde sait, et le président est préoccupé par cela. Donc, nous avons initié un projet de gestion moderne des déchets, et pour la première fois, un pays va être doté, en Afrique de l'Ouest et du Centre, va être doté d'une usine moderne qui permettra de traiter, de transformer ces déchets. Donc, la première phase de ce projet couvre le Grand Nokoué. Le Grand Nokoué, vous savez, c'est Cotonou, Porte-Novo, Abomey-Calavi, Ouida et Sémékodji. Les conventions ont été déjà signées, des études ont déjà été conduites par un cabinet de référence, Girus GE, pour ceux qui le connaissent, et le démarrage effectif de ce programme est prévu en janvier 2018 pour un coût qui avoisine les 100 milliards de nos francs. Ce mois de janvier 2018 aussi va voir le démarrage effectif du programme des 20 000 logements. Des études sont déjà finalisées en partenariat avec la BAD et la BID et ce programme va se mettre en route très rapidement. Pour l'assainissement pluvial, tout à l'heure c'était les déchets, mais il y a l'assainissement pluvial de Cotonou qui est une chose importante. Des études détaillées ont déjà été conduites pour mettre fin durablement aux inondations cycliques dans cette ville et ce travail est fait avec la GETUR et IGIP avec l'appui de la Banque mondiale. Je voudrais aborder avec maintenant la question de l'érosion côtière. Lorsque le gouvernement est arrivé en avril 2016, le niveau d'érosion au niveau de la côte est de Cotonou était catastrophique. Tout de suite, des mesures urgentes ont été prises. Une entreprise de renom, de mai, a été recrutée. Nous avons mobilisé les ressources, elles sont bouclées et les travaux ont commencé. De sorte qu'on peut affirmer que la question de l'érosion du côté est de Cotonou appartiendra à l'histoire. Cette question est définitivement réglée. Les travaux sont en cours. Et sur cette même lancée et en lieu et place des initiatives isolées de lutte contre l'érosion côtière qui avaient cours dans le passé, le gouvernement met en place un projet de protection de toutes nos côtes, de l'ouest jusqu'à l'est. Ça fait 120 km qui vont faire l'objet d'un travail sérieux. Nous avons recruté aussi une entreprise de renom qui s'appelle Jean de Nul et qui, avec l'appui de plusieurs partenaires, y compris la Banque mondiale, va procéder à un travail de fond. Nous allons lutter fortement contre cette érosion et pourquoi ne pas joindre l'utile à l'agréable? Le gouvernement a décidé de valoriser une partie de ces côtes ainsi protégées et une station donc balnéaire sera aménagée du côté d'Avlekété, pour ceux qui connaissent Avlekété, sur 4 km. Ce qui permettra aux uns et aux autres, dans ce pays-là, on pourra nager comme les pays à lagons, comme les Maldives, on pourra nager dans notre pays. Donc ça, c'est une chose importante. Il y a aussi
des études qui sont en cours pour l'aménagement des berges de la lagune de Cotonou. Ceci est important, je survole cela rapidement pour que vous le sachiez. Beaucoup de gens attendent des nouvelles sur la construction de notre nouvel aéroport, parce qu'il faut dire que l'aéroport de Cotonou commence par être un peu dépassé. Donc l'aéroport moderne de Glodjibé, projet qui a été évoqué depuis 47 ans, va commencer effectivement. Les discussions sont en cours de conclusion avec Exim Bank de Chine, mais nous avons déjà signé le contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage avec Aéroport de Paris Ingénierie. Comme ça, nous combinons les deux éléments. Et ce projet, vous l'avez certainement su, va intégrer la construction d'une route express Glodjibé-Togbin pour rallier Cotonou via la route des pêches qui, elle aussi, est déjà en construction. Je voudrais très rapidement vous signaler aussi que des études sont en cours pour moderniser notre port. Le port autonome de Cotonou sera mobilisé et sa gestion sera confiée à des spécialistes, à un mandataire privé. Il faut confier les choses à des personnes qui savent le faire. J'aborde très rapidement maintenant la question de l'éducation, en vous signalant rapidement les projets. Le secteur de l'éducation, et ceci pour nous est très sérieux, est en cours d'amélioration avec une réforme du cadre institutionnel. Le Conseil national de l'éducation existait, mais maintenant il y aura un nouveau Conseil de l'éducation. Et ce conseil sera mis en place au cours de cette année scolaire et sera totalement opérationnel à la rentrée prochaine. La mission de ce conseil, ce sera de planifier, de coordonner la mise en œuvre des programmes et la gestion des ressources humaines en vue d'une dépolitisation de ce secteur. Pourquoi? Et je voudrais appeler votre attention sur ceci. À compter de la rentrée prochaine, les affectations d'enseignants ne seront plus du ressort du gouvernement et ne feront plus l'objet de marchandage et de combines ou de manipulations politiques. C'est un effort d'assainissement d'un secteur important et cet effort commence par produire des résultats qui sont concrets. Et j'en veux pour preuve, bien sûr, le taux record d'admission à tous les examens qui ont eu lieu à bonne date cette année. J'en veux aussi comme preuve les diligences qui ont été faites par l'État pour payer les enseignants, ce qui, vous avez dû vous rendre compte, a permis une rentrée à bonne date dans un climat totalement apaisé parce que l'éducation, c'est là que nous formons l'avenir de nos enfants, c'est l'avenir de notre pays. Pour aussi limiter certaines déperditions et atteindre l'efficacité dans ce domaine, nous avons décidé de créer une agence de construction des infrastructures du secteur de l'éducation. Je ne vais pas revenir sur les dysfonctionnements qui existaient dans ce domaine, mais cette agence va prendre en charge les études, va prendre en charge le contrôle et la réalisation de ces infrastructures pour garantir une meilleure célérité dans la conduite des travaux et aussi rationaliser les investissements dans ce domaine-là. Toujours dans ce secteur de l'éducation, je voudrais vous signaler que la carte universitaire a été restructurée. Les conditions de délivrance des diplômes ont été revues et ont conduit à l'organisation d'un examen national de licence au profit des étudiants des établissements supérieurs qui n'étaient pas homologués. Et cela s'est fait avec un certain succès. Le recrutement des enseignants au niveau primaire doit être signalé aussi. Nous avons recruté plus de 6 000 enseignants au mois de décembre de l'année dernière pour pouvoir pallier à la pénurie qui existe dans ce domaine-là. Maintenant, un projet phare qui est très important, c'est que le président a pris une décision qui, moi, personnellement, m'impressionne. C'est celle d'accroître le taux de scolarisation de nos enfants, de lutter contre la malnutrition et d'assurer leur maintien dans le système. Pour ce faire, un programme de cantine scolaire a été mis en place pour fournir un repas chaud à 350 000 enfants dans 1574 écoles réparties sur l'ensemble du territoire avec l'appui du PAM. Le financement est d'environ 27 milliards sur les 4 années. Cela n'avait jamais été fait auparavant. Un des projets phares Des finances. Non. Tel que vous venez de le dire, c'est à croire que c'est sur le financement du PAM. Monsieur le Président, je reprends. Nous les utilisons comme prestataires. Voilà. Comme prestataires. C'est le budget national. C'est le budget national. Je précise bien, c'est le budget national. Le PAM ne finance pas ce programme-là. Nous avons un projet phare qui est celui de la Cité internationale de l'innovation et du savoir, la CIS, vous en avez entendu parler. Sa vocation, c'est d'être un pôle d'excellence dans la sous-région, un pôle d'excellence internationale. L'étude de faisabilité de la CIS est achevée. Le site, aujourd'hui, est identifié. Et je crois qu'il a été aussi sécurisé, ce site-là, et l'agence de développement
est déjà fonctionnel. L'appel international au projet a été lancé depuis le mois de juin et le démarrage effectif des activités est prévu pour le premier semestre de l'année 2018. Ça, c'est ce qui concerne la CIS, qui est aussi une de nos initiatives d'innovation, une initiative phare. Très rapidement, pour la santé et la protection sociale. Dans le domaine de la santé, le gouvernement a décidé donc de réorganiser ce secteur et de doter le Bénin d'un plateau technique moderne à même de répondre aux besoins sanitaires de nos concitoyens. Et à cet effet, je ne voudrais pas revenir sur les dysfonctionnements que vous connaissez très bien. Une commission de réforme qui a été mise en place par le gouvernement a suggéré, a proposé la création d'une autorité de régulation du système de santé, l'ARS, d'un Conseil national des soins de santé primaire, le CNSSP, un Conseil national de la médecine hospitalière, le CNMH, ainsi que la construction d'un hôpital de référence avec l'assistance publique des hôpitaux de Paris, APHP, avec lequel nous avons signé déjà un contrat, et la construction d'un institut de recherche et d'innovation qui sera axé sur, bien sûr, nos plantes médicinales aussi. Le président l'a évoqué dans son introduction tout à l'heure, donc je ne vais pas m'étendre davantage sur ce point-là. Je voudrais parler maintenant du dispositif qui est en place pour la protection sociale. Il est en cours d'opérationnalisation et il va généraliser et rendre obligatoire l'assurance maladie pour toute personne résidant au Bénin. Il ne s'agit pas de protéger seulement les nôtres, mais tous ceux qui sont sur notre territoire pour éviter qu'on ait un système à deux vitesses, etc. Concrètement, il s'agit dès 2018, de façon progressive, d'offrir 4 services que je voudrais vous citer: l'assurance maladie, l'assurance retraite, la formation et le microcrédit. L'État, bien entendu, va prendre en charge ses ayants droit, mais aussi les personnes les plus démunies, et le secteur privé aura aussi l'obligation de prendre en charge ses employés. Ceci sera facilité par la carte à tout faire, la carte multifonctionnelle du RAVIB que le ministre des Finances a évoquée tout à l'heure. Je ne reviens pas dessus. Je vais aborder très rapidement la question de l'agriculture. Je crois que l'agriculture, vous le savez très bien, c'est notre principal levier de développement et de création de richesses et d'emplois. Et le gouvernement, dans ce domaine, a décidé de mettre en place un nouveau cadre institutionnel qui rétablit chaque acteur dans son rôle, qui corrige ainsi les nombreux dysfonctionnements que vous connaissez très bien et qui ont freiné notre productivité pendant des années. Pour les pôles, nous avons 7 pôles de production qui ont été identifiés sur la base du potentiel agricole, et des agences territoriales de développement agricole, ATDA, ont été créées pour promouvoir les filières agricoles phares. Je ne reviendrai pas dessus pour que nous puissions gagner un peu de temps. Mais avec la collaboration, avec le concours de certains de nos partenaires techniques et financiers, des études de faisabilité ont été conduites et l'action de structuration des programmes et des filières, il y en a 10 agricoles, sont en cours de finalisation. Je voudrais aussi vous dire que dans ce domaine-là, la dernière campagne agricole a battu tous les records. Ce n'est pas surprenant. Le capitaine qui est à bord connaît l'affaire. Et je peux vous dire que sans que l'État n'ait déboursé un centime, nous avons atteint le record. Nous avons battu le record de plus de 450 000 tonnes de production de coton, sans déboursement de centimes. Sur les 3 dernières années, pour la campagne cotonnière, l'État avait déboursé 150 milliards. 150 milliards. Et lorsque nous sommes arrivés, nous avons trouvé dans le budget déjà programmé, je crois, 53 milliards que nous n'avons pas touchés. Et parce que chacun était dans son rôle, l'État, son rôle régalien d'organisation, les acteurs dans ce domaine avaient atteint un degré de maturité qui leur permettait de conduire une campagne cotonnière correctement, si l'État ne les dérangeait pas, et ce qui a été fait. Et aujourd'hui, les acteurs ont fait leur travail, ils ont assumé leurs responsabilités, les intrants ont été importés à bonne date, les paysans sont payés, et le résultat est très simple, nous avons battu des records. Ça, je voudrais vraiment remercier et applaudir le président de la République pour cela. Il sait faire ça, très bien même. Dans le numérique, l'option du gouvernement était de développer massivement le secteur du numérique pour faire de ce secteur-là un catalyseur de notre développement. Donc, nous avons entrepris de dynamiser ce secteur, le secteur des télécommunications, pour transformer le Bénin en une plateforme de services numériques. Le gouvernement, au titre des réformes, le ministre des Finances parlait de loi tout à l'heure, a fait adopter le Code du numérique
Et nous sommes en train aujourd'hui de déployer la fibre optique qui va couvrir la totalité du territoire national, et cela permettra aux Béninois d'accéder à l'Internet à haut débit. Tous les Béninois auront accès à l'Internet à très haut débit. C'était important de le dire. Bien entendu, ceci est fait pour faciliter la mise en place d'une administration intelligente, le Smart Gov, comme on dit, de tous les e-services qui existent, mais aussi la généralisation du e-commerce. Il est important que je vous dise que l'interconnexion de tous les ministères est en cours et la dématérialisation du Conseil des ministres est une chose qui va être imminente. Les systèmes de surveillance sont déjà en place et d'organisation sont en place et cela est important. Pour les visas, je voudrais dire qu'à compter du 1er janvier 2018, nos visas seront des e-visas, que de chez lui, toute personne, ou de chez elle, toute personne qui voudrait se rendre au Bénin pourrait accéder à une plateforme, pouvoir faire ses paiements électroniques. Et le président a donné des décisions très fermes pour que le 1er janvier, cela soit fait. Je sais qu'il y a une question qui risque de revenir, alors je veux déjà répondre. Les passeports. Les passeports. Les passeports. Je sais qu'il est intolérable d'avoir de longs rendez-vous pour pouvoir se faire enregistrer pour le passeport du biométrique. Je sais aussi qu'il est incompréhensible d'attendre 2, 3, 4 mois pour recevoir son passeport. Je sais, je suis en contact avec nos ambassadeurs et avec nos consuls. Mais j'ai le plaisir de vous dire, courant février, j'étais allé voir le président avec la proposition de mars, il m'a dit février, courant février, nous allons pouvoir faire établir les passeports sur place et réduire les délais. Réduire les délais. Nous allons réduire les délais. Pourquoi cette situation est difficile? Parce que nous avons une situation de sous-traitance dans ce domaine. Il faut être très transparent avec vous. Nous avons trouvé un contrat de sous-traitance sur place avec des contraintes importantes pour l'État. Donc, il faut démêler tous les fils dans ce domaine-là pour que l'État reprenne les choses en main et que le service d'établissement des passeports soit une chose qui se fasse de manière diligente dans les délais importants pour éviter que certains de nos compatriotes perdent leur titre de séjour ou aient du mal à s'inscrire. Donc, je voulais déjà, au nom du président de la République, vous annoncer que courant février, cette affaire sera derrière nous, mais donnez-nous un peu de temps pour être prêts. Nous avons aussi, toutes les questions du montant seront étudiées et nous reviendrons dessus plus tard. Le gouvernement a aussi initié une restructuration du paysage dans ce domaine-là, du domaine du numérique, avec pour corollaire la dissolution de l'Ibercom SA, la définition du nouveau cahier de charges, la mise en conformité des licences des opérateurs privés sous la supervision d'une nouvelle autorité de régulation, l'ARCEP, composée de cadres dont la compétence, pour le moins qu'on puisse dire, est avérée. Donc les travaux aussi de migration de notre télévision vers une télévision numérique, la TNT, sont en cours d'achèvement et nous aurons une diffusion de la TNT à partir du mois de janvier 2018. Ça, c'est pour le numérique et les e-services. Très rapidement, sur la sécurité, et je vous parlerai du tourisme et j'en aurai fini. Au plan sécuritaire, il était important de vous signaler que des améliorations notables ont été relevées. Le gouvernement a donc entrepris, dans ce domaine-là, des actions de renforcement du système de sécurité intérieure pour la protection des biens et des personnes, par quelques actions phares importantes, clés que je voudrais vous signaler. D'abord, une allocation directe de ressources financières conséquentes aux unités de police et de gendarmerie, qui met fin à une pratique incroyable qui existait, celle de financer le fonctionnement de ces unités-là par le rançonnement, le produit de rançonnement des populations. Aujourd'hui, le budget existe et est mis à la disposition de ces unités-là. Deuxièmement, une dotation en matériel et en équipement roulant, ce qui facilite, favorise la mobilité des équipes et qui les rend opérationnellement très capables de faire leur travail. Je peux aussi, sur ce plan-là, vous annoncer, vous le savez certainement, que la création d'une force unique de sécurité intérieure est en cours, qu'on appellera la police républicaine et qui naîtra de la mise en commun des compétences que nous avons dans la police et la gendarmerie. Nous aurons une force républicaine, une force unique. Très, très rapidement, la question du tourisme, parce que vous savez que le tourisme est un élément clé et nous voulons en faire la filière de développement économique, créatrice de richesses et d'emplois. Et sur ce plan-là, plusieurs projets ont été retenus. Notre pays recèle de potentialités extraordinaires et dans la démarche de révéler le Bénin au monde,
ce domaine-là fait partie du domaine prioritaire. 8 projets ont déjà fait l'objet d'études de faisabilité, les parcs de la Pandjari et du W, la cité La Cruche de Gambier, le musée d'Abomey et la Reine Vaudou non masquée, le musée d'Alada, Toussaint l'Ouverture, qui va être mis en place, Ouida et les forts historiques, Ouida Marina également, le musée des arts et des civilisations vaudou de Porto Novo, mais également le musée des arts et des civilisations du royaume de Niki, et enfin la construction d'hôtels de standing et de lodge au niveau des sites que j'ai mentionnés tout à l'heure pour les parcs. Cela va nous permettre évidemment d'accueillir et de récupérer et d'engranger des ressources qui nous permettront d'avancer. Je dois dire que plusieurs groupes de renom sont associés à ces vastes projets de transformation de notre pays en un pôle touristique et culturel où il sera désormais possible de séjourner dans des hôtels de très haut standing grâce à la forte implication du secteur privé, de faire du safari dans le parc de la Pandjari, dont la faune est désormais bien gérée, et grâce à un accord de partenariat que nous avons signé avec Africa Pan Network, et de faire du tourisme aussi mémoriel. Il ne vous a pas échappé qu'il y a quelques mois, au nom du gouvernement, je suis venu ici pour engager avec les autorités de ce pays un dialogue pour récupérer des œuvres qui nous ont été frauduleusement soustraites. C'est la définition. Mais je voudrais préciser que nous ne sommes pas dans une démarche de revendication puisque les choses ont changé. Nous sommes dans une démarche de coopération. Il y a la coopération muséale qui existe. Il y a des conventions internationales qui permettent d'avoir ces choses chez nous. Il y a la possibilité de faire aussi des copies et de disposer, je préfère, des originaux chez nous et des copies ailleurs pour les gens qui sont très attachés à nos affaires. Donc, il y a plusieurs modalités qui permettent de le faire et nous allons poursuivre ce combat-là. Il est légitime, il est normal et c'est important que nous puissions y arriver. Je pense que maintenant, tout ceci va révéler un Bénin qui est riche de son patrimoine, mais aussi de ses nombreux talents culturels et sportifs. Monsieur le Président, avec votre permission, merci. Merci beaucoup. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, vous avez dû voir le petit signe que le chef de l'État m'a fait. Il faut être bref. Et donc, je vais être très, très bref. C'est vrai, le Bénin regorge de nombreux talents sportifs et culturels, mais il faut savoir que l'éclosion des talents obéit à une règle toute simple, une trilogie: détection, formation, promotion. Et c'est ce que le gouvernement a décidé de faire en matière de culture et de sport. Au plan culturel, le gouvernement a mis en place une commission chargée de planifier dans les détails l'opérationnalisation de programmes de détection, de formation et des talents. Plusieurs secteurs ont été identifiés: les arts plastiques, les arts de la scène, le théâtre, la musique, danse, etc. Et ce qui est prévu, c'est qu'à partir de cette rentrée, dans chacune des communes du Bénin, des ateliers intensifs spéciaux soient organisés à l'intention de nos jeunes talents qui se trouvent dans les 77 communes du Bénin et que ces ateliers permettent l'entraînement progressif des talents qui ensuite seront sélectionnés pour les meilleurs pour un niveau supérieur départemental et qui enfin pourront être révélés à travers une prise en charge nationale et donc une campagne de promotion à l'international soutenue par l'État. Voilà pour ce qui concerne, on va dire, la trilogie détection, formation, promotion. Tout ceci appelle évidemment la mise à disposition d'infrastructures adéquates. Et pour ce faire, le gouvernement a décidé d'abord de réhabiliter ce que nous appelons aujourd'hui les centres de jeunes et de loisirs. Ce sont ces différentes salles, ces espaces dont disposent les communes du Bénin, au sein desquels nous avons la possibilité aujourd'hui de mettre des espaces pouvant permettre donc à nos vocations artistiques et culturelles de s'exprimer à la base. Il y aura la construction au niveau départemental des théâtres de verdure qui seront d'une taille un peu plus grande pour permettre donc à nos différents artistes, au cours de leur tournée, d'avoir des salles de spectacle en bonne et due forme. Et enfin, le gouvernement prévoit la construction d'un zénith, une grande salle de spectacle de 7000 places, en lieu et place de l'actuel Palais des Sports. Donc ce sera sur le site de ce qui s'appelle aujourd'hui le stade Mathieu Kérékou. Et ce grand zénith permettra donc au Bénin de disposer d'une salle de spectacle aux normes. Je dois dire que pour ce qui concerne le programme de détection,
formation et promotion des talents, il partage avec le programme de sport quelque chose de formidable. Il est institué désormais dans notre pays qu'en milieu scolaire, les vendredis après-midi, comme les mercredis après-midi et les week-ends, seront réservés à l'épanouissement des enfants. En termes plus clairs, dans la culture comme dans le sport, à travers un programme qui s'appelle le programme de classe sportive, nous allons déployer des encadreurs qui vont s'occuper des enfants qui librement se seront inscrits pour pratiquer telle ou telle discipline. En ce qui concerne le sport, je dois dire que 89 classes ont été identifiées. Le découpage, il est simple, c'est 76 communes à l'exception de Cotonou et les 13 arrondissements de Cotonou. Et donc, dans chacune de ces classes sportives, dans les disciplines foot, basket, athlétisme, handball et arts martiaux, des encadreurs sont donc déployés pour prendre en charge les enfants. C'est de l'initiation au sport. La suite et le complément de ce programme, c'est le programme de création d'associations sportives communales. Il s'agit de mettre dans les mêmes disciplines et éventuellement dans d'autres disciplines, si le potentiel est avéré, des équipes qui sont faites sur la base d'une convention que nous avons signée avec les communes du Bénin. Pour ce programme, il faut retenir le chiffre 93. 76 communes, 13 arrondissements de Cotonou et les 4 nouvelles universités. Et donc, dans le cadre de ce programme, à cette date, je peux vous dire que tous les encadreurs ont déjà été recrutés suite à un appel à manifestation d'intérêt, que tous ces encadreurs sont prêts à être formés et seront déployés fin année 2017, dernier trimestre. Le programme des classes sportives, lui, est déjà effectif. En ce moment même où je vous parle, des missions conjointes du ministère des Sports et du ministère en charge de l'enseignement sont en train de sillonner tous les départements du Bénin pour expliquer dans les détails à tous les chefs d'établissement la mise en œuvre de ce programme. Ce que je voudrais rajouter, c'est le projet des académies sportives. Nous avons dit que nous ramenons le sport à l'école et donc vous aurez des talents qui vont être révélés. Nous avons dit que nous ramenons le sport dans toutes les communes du Bénin à travers le deuxième programme. Il est possible qu'au cours de ces différents entraînements et des différentes compétitions que nous allons organiser, certains talents soient détectés et soient avérés. Le gouvernement a décidé de les prendre en charge dans un programme un peu plus sérieux d'académies départementales. Il y en aura 12 au total à raison d'une par département. Et donc, pour ce programme, des accords ont été établis avec plusieurs pays, la France, la Belgique, le Brésil, le Kenya, etc., pour que des experts de haut niveau soient mis à la disposition de nos différentes promotions de jeunes et que ces enfants puissent être encadrés. Tout cela nécessite la mise à disposition d'infrastructures adéquates et donc le Bénin a décidé de mettre à disposition de toutes les communes ou bien de groupes de communes selon la densité des populations, des infrastructures aux normes. Enfin, mesdames et messieurs, je dois vous dire très rapidement, pour tenir dans le timing qui m'a été imposé par le président, qu'il y a déjà un certain nombre de réalisations qui sont palpables et je suis sûr que vous en êtes informés. Nous avons, cette année 2017, atteint un record en termes d'octroi de subventions aux fédérations. Cela témoigne de la volonté du gouvernement et de son chef de promouvoir le sport parce qu'il faut le savoir, si nous voulons y arriver, c'est vrai, il faut une politique cohérente, c'est vrai, il faut une organisation méthodique, mais il faut aussi des investissements massifs. Et donc, le gouvernement a commencé par le faire. Nous avons donné des subventions jamais perçues par le passé, mais attention, vous savez que notre marque de fabrique, c'est également la rationalisation. Et donc, il est désormais imposé à l'ensemble des fédérations de rendre compte rigoureusement de l'utilisation qui a été faite des ressources allouées avant d'être éligible au renouvellement de ces ressources-là. Il y a évidemment cette volonté du gouvernement d'investir massivement dans le secteur, mais aucun État au monde, et vous le savez très bien, n'est en mesure de soutenir les investissements sportifs et culturels pendant tout le temps. C'est pour ça que le gouvernement a souhaité instituer dans notre pays le financement de la culture et du sport par le secteur privé. Et pour ce faire, il y a déjà une mesure d'incitation qui est dans la loi des finances 2017, qui dit que les investissements sportifs et culturels sont entièrement défiscalisés. Nous irons plus loin à partir de 2018. Nous allons inciter les entreprises exerçant avec un agrément de l'État à financer la culture et le sport, et ce montant sera entièrement déductible au moment du calcul des impôts.
Je voudrais, mesdames et messieurs, pour finir, mentionner quelques succès que nous avons eus. Vous savez très bien que pendant longtemps au football, nous avons eu une crise et qu'aujourd'hui, après 4 ans d'arrêt, le championnat a enfin repris. Je voudrais dire merci à tous ceux qui nous ont accompagnés dans la résolution de cette crise et dire aussi qu'à cette date, nous avons mis en place la commission de relecture des tests qui va pouvoir consacrer donc de nouvelles élections à la fédération et endiguer totalement cette crise qui nous a fait beaucoup de mal. Il y a le programme des bourses sportives. Vous avez noté avec beaucoup de plaisir qu'une Béninoise, ou 2 d'ailleurs, ont réussi à battre les Françaises sur leur sol. Eh bien, ces jeunes dames, nous les avons découvertes, nous les avons soutenues et nous avons été fiers de voir qu'elles ont eu du succès ici, au championnat de France, comme dans des compétitions un peu plus importantes. Je ne citerai pas les succès pour m'en arrêter à ces quelques exemples. Vous savez par exemple que le Bénin, pour le Challenge Trophy au handball, est à la fois vice-champion donc chez les hommes et champion d'Afrique chez les femmes et donc qualifié pour la Coupe du Monde. C'est quelque chose d'important. Et je voudrais, pour ceux qui ont suivi hier, dire que vous avez par exemple pu vous rendre compte que hier, le Bénin était en match amical à Rabat contre le Maroc. Nous avons fait 2-2. C'est la première fois que ça arrive dans l'histoire du pays. Je me suis empressé d'annoncer le score au chef de l'État qui est un passionné de sport. Mais le match Bénin-Gabon qui aura lieu à Marseille le 10, dans quelques jours, je ne sais pas si je peux garantir une victoire des écureuils, mais bon, voilà. Alors, je voudrais dire que nous reprenons de bonnes habitudes et le Bénin participe désormais aux journées FIFA. Mais un peu comme le chef de l'État, comme l'ensemble de mes collègues, nous ne nous satisfaisons pas de ce qui est déjà fait. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on a l'impression que nous ne faisons pas grand-chose. Nous ne faisons pas du show autour de ce qui nous paraît basique, autour de ce qui n'a pas été fait pendant longtemps et que nous corrigeons. Dès que nous avons fini de corriger quelque chose, nous nous concentrons sur ce qui doit être fait. C'est donc pour cette raison, mesdames et messieurs, que je vais finir en vous faisant un aveu. Ce qui me motive, au-delà de l'amour, de la passion pour mon pays que je partage avec mes collègues, c'est cette volonté, dans quelques années, de vous offrir un cadeau. Celui de dire avec fierté, je viens du Bénin. En disant, Bénin, pas pays à côté de tel autre pays, mais en disant, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Vous savez qu'il y a quelques années, nos aïeux étaient fiers de dire « je viens du quartier latin ». Et puis, les générations avant nous ont été fiers de dire « je viens du pays de Béanzin, de Kaba, de Bioguera, de Guézo ». Et puis nous avons dit « je viens du pays qui a organisé la première conférence des forces vives de la nation. Je viens du label de démocratie ». Et puis aujourd'hui, nous sommes en train de dire « je viens du pays du Bénin révélé ». N'est-ce pas? Ce que j'ai envie de vous offrir, mesdames et messieurs, qui est un serment que j'ai fait au chef de l'État, que je veux vous faire aussi, c'est que dans quelques années, vous puissiez dire « je viens du pays de telle star du football, je viens du pays de tel champion de boxe ». Aujourd'hui, vous pouvez déjà, en sortant de cette salle, commencer par dire « je viens du pays des vice-champions du monde de pétanque ». Je vous remercie. Mesdames et messieurs, merci pour votre écoute, pour votre attention. Messieurs les ministres, merci pour votre prestation. Le temps est court et ça a pu donner lieu parfois à des explications trop brèves qui ont pu faire souffrir la compréhension. Mais je vous ai aussi écouté avec beaucoup d'intérêt et je vous félicite pour le résumé que vous avez pu donner à nos compatriotes sur le peu que nous avons réalisé jusqu'à maintenant. La présentation du bilan, il n'y a pas de doute que le président doit défendre son bilan. 18 mois passés à la tête du pays, nous savons tous qu'on partait de loin avec des réformes. Mais là-haut, c'est un peu difficile quand on est à l'étranger, on est de la diaspora et qu'on voit les réformes qui sont mises en place
et à un côté cette souffrance des populations, mais qui en même temps aussi rappelle que toute réforme doit quand même avoir des contraintes pour les populations. Ce que nous demandons, c'est que au niveau de la diaspora, même de loin, qu'on puisse véritablement voir quand même l'impact de ces réformes-là sur les populations. C'est vrai que ça va prendre du temps, mais lorsqu'on fait des réformes qui sont sur le long terme, à des moments donnés, il faut aussi ajouter le dur à l'agréable. La rencontre ses compatriotes, ses concitoyens, il est toujours empreint d'une solennité et il le fait assez bien. Et il a l'empathie de ses concitoyens. Et on l'aime toujours lorsqu'on l'entend parler, parce qu'il galvanise. Et très ravi du travail qu'il a fait jusque-là. Et on attend encore beaucoup de lui parce que le Bénin doit se révéler comme le thème de la journée. Merci. La rencontre s'est très bien passée. On a apprécié le geste de venir rencontrer la diaspora. Et nous pensons que c'est des initiatives à mettre en avant et à faire plus souvent. Parce qu'on a pu voir à l'occasion que le président a su comprendre la difficulté des étudiants, des béninois de la diaspora, et qu'il est au courant maintenant des choses concrètes à faire.